Bonjour à toutes et à tous. Et si le jeu était bien plus qu'une simple récréation? Et si c'était en fait un des outils d'apprentissage les plus puissants qu'on ait à notre disposition? Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode en 10 repères clés. Une méthode issue de la recherche pour transformer le jeu en un véritable moteur pédagogique. On va voir ensemble comment passer d'une activité un peu improvisée à une stratégie vraiment solide et efficace. Voilà la question centrale. Le jeu, c'est juste un moment pour se défouler, pour s'amuser, ou est-ce que ça peut être un levier incroyable pour développer le langage, les compétences fondamentales? C'est tout l'enjeu de cette analyse, voir comment on peut structurer le jeu pour qu'il devienne une stratégie d'apprentissage intentionnelle et réfléchie. Alors voilà notre feuille de route. On va suivre 10 idées fortes, 10 repères méthodologiques, qui sont en fait regroupés en 5 grandes étapes. Pensez-y comme les fondations pour mener de vraies micro-recherches-actions sur le terrain. On commence par le pourquoi, le cadre, ensuite le où, l'espace de jeu, puis le qui et le comment, c'est-à-dire le rôle de l'adulte. On continue avec la preuve, comment on observe tout ça, et on termine avec l'impact global de la méthode. Allez, on y va! On attaque donc la première étape, poser le cadre stratégique. C'est le fameux pourquoi. C'est la base de tout, parce que sans un cadre clair, sans une intention, eh bien le jeu risque de rester une simple activité, sympa mais sans plus. Voyons ce que ça veut dire concrètement. Ok, un terme important à clarifier tout de suite, la recherche-action. Oubliez les grands mots, en fait c'est super concret. C'est une boucle toute simple. On a une hypothèse, une idée, on la teste directement sur le terrain, en situation réelle. On observe ce qui se passe, et puis on ajuste, on améliore, on recommence. C'est vraiment de l'apprentissage par la pratique. Et justement, l'hypothèse de départ, l'idée qu'on veut tester, la voici. Elle est au cœur de toute la démarche. Le pari, c'est que si on met en place un environnement de jeu bien pensé, bien structuré, et que l'adulte adopte une posture de facilitateur, alors on va booster de façon durable le langage et les compétences clés des enfants. C'est ça notre fil rouge. Et ça, c'est un point absolument crucial. Le jeu n'est pas une petite parenthèse sympa dans la journée, non. Il doit être connecté, relié de manière très claire aux objectifs d'apprentissage. Par exemple, un coin marchande, c'est une occasion en or de travailler le calcul. Un jeu de construction, c'est une exploration de la géométrie dans l'espace. Le lien doit être évident pour tout le monde. Allez, on passe à la deuxième partie. Maintenant qu'on a le pourquoi, voyons le où. L'aménagement de l'espace. Parce que la manière dont les lieux sont concis, ce n'est pas juste de la déco, ça a un impact direct, mesurable sur la qualité des apprentissages. Alors comment on fait pour créer un espace qui fonctionne? Eh bien, voici quelques ingrédients clés. On veut des coins jeux bien définis, avec des thèmes variés. Le but, c'est qu'ils soient pensés pour de petits groupes, 3 ou 4 enfants maximum, pour que les interactions soient riches. L'accès doit être libre pour que l'enfant prenne des initiatives et bien sûr, le matériel doit évoluer au fil de l'année pour que la curiosité reste toujours en éveil. Mais attention, soyons réalistes, pas besoin d'un budget pharaonique pour ça. Un des grands atouts de cette méthode, c'est qu'elle est adaptable. On peut faire des merveilles avec des objets du quotidien, des matériaux de récupération, des ressources qu'on trouve localement. La créativité est la bienvenue pour faire des espaces stimulants, même avec peu de moyens. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Le rôle de l'adulte, le qui et le comment. Et là, on parle d'un vrai changement de posture. Il s'agit de passer du rôle de l'instructeur classique, celui qui sait tout, à celui du facilitateur, celui qui accompagne. Regardez bien, ce tableau est très parlant. D'un côté, le rôle traditionnel, l'adulte qui dirige, qui impose les réponses, qui parle beaucoup. Et de l'autre, le facilitateur. Il pose des questions ouvertes, il observe, il écoute énormément, il encourage et il aide à reformuler. L'objectif n'est plus de donner la solution, mais d'aider l'enfant à la trouver par lui-même. Et concrètement, qu'est-ce qu'on cherche à voir, à repérer? On est à l'affût de l'émergence de ce qu'on appelle un langage riche. C'est quand un enfant demande quelque chose, quand il explique ce qu'il est en train de faire, quand il raconte une petite histoire avec ses personnages ou quand il négocie avec un autre pour un jouet. C'est ça, l'apprentissage en action. Et le jeu, c'est le meilleur terreau pour voir ça éclore. Tout ça, c'est bien beau, mais comment on sait si ça marche vraiment? On entre dans la 4e étape, celle de la preuve. C'est fondamental de rendre visibles les apprentissages qui se font pendant le jeu. Sinon, on reste dans le domaine de l'intuition, du « j'ai l'impression que… ». Pour rendre les choses objectives, la méthode propose des outils très concrets, comme une grille d'observation. L'idée, c'est d'aiguiser son regard. On ne se dit plus simplement « ah, il joue bien ». Non, on cherche des indicateurs précis. On se dit « tiens, là, il a utilisé une brique pour faire un téléphone » ou « ah, elle a réussi à négocier pour résoudre ce petit conflit ». Le regard devient plus fin, plus professionnel. Un autre outil méthodologique qui est vraiment puissant, c'est cette boucle en 3 temps.
D'abord, il y a le jeu libre dans les coins. Ensuite, et c'est essentiel, on organise un temps de retour collectif. Et c'est là que la magie opère. C'est le moment de la socialisation. On partage ce qu'on a fait, on met des mots sur les découvertes, on raconte les histoires vécues dans le jeu. C'est ce qui transforme une expérience individuelle en un vrai savoir partagé et structuré. Allez, on arrive à la 5e et dernière étape, l'impact global. Parce que l'objectif final, ce n'est pas juste que chacun améliore sa pratique dans son coin, c'est de construire une culture commune, une approche professionnelle qui soit partagée et qui repose sur des preuves. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est vraiment ça l'ambition. On veut passer de l'intuition, du « je sens que ça marche bien », à une pratique outillée où on peut dire « voilà les preuves que ça marche et voilà comment on peut le refaire ». C'est un changement de dimension, un vrai saut qualitatif. Donc, le but ultime de cette démarche de recherche-action, c'est de créer un cercle vertueux. On observe ce qui fonctionne, on le documente, on partage des repères de qualité entre collègues, et comme ça, on renforce la formation de tout le monde, en continu. L'amélioration devient collective, et non plus seulement individuelle. On termine sur cette question. Et si, finalement, la preuve des apprentissages les plus profonds, les plus durables, ne se cachait pas dans des fiches ou des manuels, mais qu'elle était là, sous nos yeux, dans le jeu, à condition bien sûr de se donner les moyens de bien l'observer et de le guider. Voilà une belle piste de réflexion. Merci beaucoup de votre écoute.